Pas d'erreur, c'est mauvais genre. Céline, encore et toujours à l'affiche ce soir de Mauvais Genre, et ce dans le cadre du D-Day, entendez le D-Touche Day, mis en place en ce samedi par France Culture. Céline, dont nous évoquerons en compagnie de l'écrivain et érudit célinien Émile Bramy, l'image, l'esthétique et l'impact jamais affaibli. Céline, dont nous essaierons de cerner ce qui a pu constituer pour lui, ni plus ni moins que des figures de la grâce, danseuse en plein envol, trisomique en errance ou chat. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui est en direct et en public ce soir au Théâtre de la Ville à Paris, au Café des Œillets. Je remercie donc tout particulièrement le public qui est venu donc pour écouter cette émission. On va applaudir le public. Voilà. Merci. Merci à toutes et merci à tous d'être présents ce soir. Donc Mauvais Genre qui prend la suite donc d'émissions consacrées à Céline cette semaine. Évidemment la voix nue de Mathieu Garrigou-Lagrange qui nous a permis d'entendre ou de réentendre certains documents exceptionnels d'entretien de Céline de la fin de sa vie. Aujourd'hui les émissions d'Anna Finkielkraut et de Jean-Noël Jeannonnet. Et puis après Mauvais Genre, à ne pas rater bien sûr des lectures de Céline effectuées par Michel Piccoli d'après un choix réalisé par Philippe Muret. Mais ce soir dans Mauvais Genre, notre invité c'est Émile Bramy, que je salue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Émile Bramy. Vous serez en compagnie de François Livonnet, que je salue également. Bonsoir. Bonsoir. Alors Émile Bramy, pour vous définir, on va aller beaucoup plus loin, rassurez-vous, dans votre périple personnel célinien. Je rappellerai que vous êtes l'auteur d'un ouvrage exemplaire, Céline à rebours, biographie, qui vient de ressortir ses jours chez Archipel Poche, qui est une présentation biographique de Céline, mais à rebours. On pourrait utiliser cette expression wismansienne. Donc ça, c'est un choix personnel, on va en débattre. Et puis vous êtes également le concepteur, auteur, producteur d'un ensemble, d'un coffret DVD tout à fait extraordinaire. Je pèse mes mots parce que là... Pas producteur. Pas producteur, mais en tout cas concepteur et maître de chantier. Donc Céline Vivant, Louis-Ferdinand Céline, entretien biographie aux éditions Montparnasse. Un coffret qui nous permet de voir ces documents télévisuels réalisés par Céline tout à la fin de sa vie. Documents qui sont étonnants puisque Céline joue à Céline, qui est Céline, c'est l'homme qui joue à Louis-Ferdinand Céline, mais d'une façon absolument extraordinaire, à la fois dans les propos, dans le ton, et puis par moments des moments de folie qui évidemment le rapprocheraient de ce qu'a pu être son ami Robert Le Vigan ou encore Antonin Artaud. Alors Émile Bramy, parlons un petit peu de votre parcours célinien. Vous êtes issu d'une famille juive tunisienne et vous avez découvert Céline à 17 ans, alors que vous fréquentiez les milieux anarchistes, mais beaucoup d'entre nous, François Livonnet l'a découvert. Comment Céline, tenez, avant de donner la parole à Émile Bramy, votre découverte de Céline? Ah, moi, c'est très simple. Mon père, qui était médecin de banlieue, médecin des pauvres, comme Bardamu. Ça me rappelle quelqu'un, oui. Comme Bardamu, avait un ami qui n'était pas vraiment de gauche, et qui a décidé de se suicider, ce qu'il n'a pas fait, mais il m'a légué ses Céline, que j'ai gardées. Voilà, donc Rigaudon, que j'ai d'ailleurs sous les yeux, est un don. J'avais 15 ans. Alors bon, de façon un peu similaire, c'est évidemment par un emprunt d'un livre de poche à la bibliothèque paternelle que j'ai découvert Céline. Mais alors vous, Émile Bramy, vous aviez 17 ans, vous fréquentiez donc, je le répète, les milieux anarchistes, et votre anti-sartrisme a fait qu'un de vos amis, qui était un anarchiste espagnol, vous a passé un texte de Céline, mais qui n'était ni Voyage, ni Mort à crédit. Moi, Émile Bramy. J'ai commencé par le Céline pamphlétaire, puisque le premier texte de Céline que j'ai lu, c'était à l'agité du bocal. Oui, ce qui n'est pas commun pour c'est pas débuter commun, dans Céline. d'autant plus que c'était complètement épuisé à l'époque. C'est un tout petit texte qui fait 9 pages. Et moi, c'est un texte qui m'a totalement bouleversé. Qui m'a bouleversé au sens où, d'abord, ça m'amusait beaucoup que Sartre prenne la fessée que l'on connaît, puisque je détestais Sartre, que je déteste toujours. Et puis surtout, c'était se dire, voilà, on peut écrire comme ça. En fait, j'ai toujours été un lecteur vorace. Je lis 3-4 livres par semaine depuis que j'ai 10 ans peut-être. Et là, c'était quelque chose de totalement inouï, de totalement hors... Jamais vous n'aviez Non, lu jamais j'avais lu. de... Et surtout, plus
Au-delà de ça, c'est on peut écrire comme ça. Voilà, c'était pas seulement c'est différent, mais oui, on peut écrire comme ça. Et je vais même ajouter que j'ai écrit quelques romans et j'ai commencé à écrire seulement aux alentours de la cinquantaine parce que c'était se dire on ne peut pas écrire après Céline. Voilà, il a fallu des aléas de la vie pour que je me mette à écrire et de façon naturellement tout à fait différente de celle de Céline. Alors après La Gitée du Bocal, qui est un texte court, très particulier, de la fin de sa vie, ciblé, texte pamphlétaire, vous êtes attaqué à l'œuvre romanesque avec Maura Crédit. Alors après, non, après en 67, on sait, enfin Céline, c'est personne. C'est-à-dire que j'ai eu le plus grand mal à trouver des livres. Donc j'ai trouvé en poche Voyage au bout de la nuit, que j'ai lu, et qui, je l'avoue, m'a un peu déçu, parce que je trouvais que c'était un peu en dessous de ce que j'avais lu. Et puis ensuite, je suis tombé sur Maura Crédit, qui pour moi est le livre de Céline. Vous savez, le fameux livre qu'on emmène sur l'île déserte, donc... moi, ce serait celui-là, une collection de Playboy. Et puis, et ensuite, j'ai cherché. C'est-à-dire que après, je suis allé à la librairie Gallimard. À la librairie Gallimard, en 1967, j'ai trouvé les exemplaires de Ferry 1 et Ferry 2 dans l'édition originale, c'est-à-dire qui dataient de 52 et 57. C'est-à-dire que ces deux livres-là, en 52 et 57, 15 ans après, n'étaient pas encore épuisés. Et puis après, il n'y avait plus rien. Et quand même, je savais qu'il y avait d'autres livres. Donc j'ai été contraint presque à passer dans le circuit du livre d'ancien. Il n'y avait pas d'autre moyen de se procurer ces livres-là. Et j'ai commencé à fréquenter d'abord les quais, ensuite des librairies un peu plus importantes, jusqu'à tomber sur les fameux pamphlets. Et alors là, ça m'a posé un énorme problème, puisque je suis juif, donc je lisais des livres de quelqu'un qui voulait ma peau. Donc c'est quand même assez compliqué, quoi. Je me suis vraiment posé la question. Vous dites Céline, mais nécessaire, mais c'est une gêne permanente, le caillou dans la chaussure. Oui, pour moi, c'est un caillou dans la chaussure. Oui, c'est-à-dire que c'est très très compliqué, étant qui je suis, d'être totalement passionné, subjugué par cette œuvre-là. Alors cette œuvre, elle a fait exploser en vous tout ce qui existait, les structures peut-être mentales, un rapport à la littérature, rapport à l'art, rapport à la mission de l'artiste et de l'écrivain. Ah, certainement, oui. Et de quelle manière ? C'est-à-dire qu'avant, vous n'aviez aucune lecture qui ait pu donner un socle, donner un cadre. Céline a tout balayé. Au sens où, moi je me suis retrouvé avec dans les mains, je parle plus particulièrement de Maura Crédit, le livre de quelqu'un qui exprimait le monde exactement comme je le vois. C'est-à-dire avec sa cruauté, avec... j'ai peur des hommes, par exemple. Les gens me font peur. Céline aussi. Enfin bon... Et en même temps, il y a cette espèce d'empathie, c'est-à-dire la volonté d'aller vers l'autre et de se rendre compte que cet autre, il est complètement muré, que c'est un petit peu votre ennemi. Donc c'est une vision du monde qui est quand même très très noire. Et en même temps, les gens qui me connaissent savent que j'adore rire. Donc c'est à la fois une forme de pessimisme très profond, très ancré, et en même temps avec un goût de la vie, un goût de la plaisanterie, un goût, voilà. Et donc cette personne-là exprimait tout ce que je ressens, mais aussi profondément que possible, alors infiniment mieux que je ne pourrais jamais le faire. Voilà. Et quand vous vous rendez compte que cette personne est en même temps antisémite, c'est-à-dire, je répète, qui d'une certaine manière a voulu votre peau. Et moi, quand on dit Céline a été un antisémite simplement de raison et tout, je me marre parce qu'il suffit de lire les 42 textes qu'il a publiés pendant l'occupation pour se rendre compte que c'était pas du tout un antisémite de raison. C'était quelqu'un qui voulait vraiment se débarrasser des gens. Enfin, on pourra y revenir si vous voulez. Et donc, ça pose évidemment des problèmes très très grave. Alors à un moment j'ai arrêté de lire Céline et puis c'était pas possible parce qu'il m'était indispensable. Voilà. Et donc vous y êtes revenu envers et contre tout. J'y suis revenu, oui. Ouais. Et François Livonnet, vous c'est pareil, il y a eu une explosion. Alors, la lecture de Céline a déterminé. Vous êtes philosophe, vous êtes éditeur de philosophie, travaillez au cahier de l'Herbe. Est-ce que Céline, pour le philosophe, a généré un impact et une onde de choc équivalente? Mais justement, sur la découverte de Céline, il y a eu le cahier de l'Erne.
Et une version en poche de Cahiers de Lerne, c'est dans cette version que j'ai découvert la JT du Bocal, par exemple. Et ça, on est à la fin des années 60. Cahiers de Lerne qui avait arraché un peu Céline à la fois aux copains, aux amis, et puis aux vieilles ganaches de l'extrême droite. Dans le Cahier de Lerne, il y a des collaborateurs, par exemple juifs, qui interrogent le texte sans préjugés particuliers. Moi, pendant très longtemps, les pamphlets me tombaient un peu des mains. Il y avait chez un de mes grands-pères, il y avait Bagatelle pour un massacre, qui est un texte étrange parce que c'est un texte dans lequel il y a à la fois l'infamie pure et en même temps des qualités littéraires remarquables. Mais l'école des cadavres est un texte qui tombe des mains. Bon, donc pendant très longtemps, j'ai eu du mal à prendre ensemble. Or, je crois que c'est une erreur à certains égards. Je crois qu'il faut prendre tous Céline et le prendre avec lucidité, c'est-à-dire, mais prendre tous Céline. Tous Céline, Émile Brami? Ah oui, tous Céline, bien sûr. Avec lucidité. Et si je peux me permettre, par exemple, à propos de l'école des cadavres, de Bagatelle, dans Bagatelle pour un massacre, il y a ce qui, pour moi, est la plus belle description de la langue française. Il y a une description de Saint-Pétersbourg, par exemple, que personne ne connaît, mais qui, si elle n'était pas dans ce livre-là, serait dans toutes les anthologies de la langue française, et qui est... vous savez, la description, c'est quand même le genre, la forme littéraire qui appelle le plus la platitude, le cliché, etc., la convention, voilà, le manteau blanc de la neige. Et là, il réinvente, mais au sens propre du terme, il réinvente totalement une manière de décrire, et la seule comparaison que moi je peux trouver, c'est une comparaison d'ordre pictural, c'est-à-dire qu'il fait du Seurat. Il fait une description qui est une description totalement pointilliste de Saint-Pétersbourg et qui est, mais littéralement, quelque chose d'absolument magnifique. Ça fait des années que j'essaye de la faire publier à part, puisqu'on ne peut pas publier le Bagatelle. Et c'est très très dommage que cette description-là soit dans ce livre-là, quoi. Mais en même temps, c'est un livre où effectivement il y a 250 pages d'infamie et où il y a 160 pages derrière ça qui sont extraordinaires. Il y a par exemple des choses qui sont dites sur la manière dont on fabrique une vedette. Qui pourrait être tout à fait celle de la télé-réalité d'aujourd'hui. Et Céline termine en disant « Plus un mur est blanc, mieux il prend la lumière ». Et si on voulait avoir une définition des gens qu'on met à la télévision, ce sont des murs blancs qui prennent plus ou moins la lumière. Émile Brami, ce goût de Céline, enfin plus qu'un goût de Céline, cette nécessité pour vous de Céline, vous a amené à ouvrir une librairie d'un livre à l'autre, à Paris, rue Bréal, librairie qui n'existe plus aujourd'hui. Vous avez vu défiler d'étranges clients? Oui, c'est d'étranges clients. J'en ai vu beaucoup. Oui. Enfin, le plus étrange, c'était quand même quelqu'un qui venait l'été en uniforme de l'Africa Corps. Ça, c'était l'été. Et en hiver avec. Non, je l'ai jamais vu en hiver. Il arrivait avec sa petite casquette, son short, enfin bon, etc. J'ai vu des gens assez curieux. Oui. Oui. Donc cette librairie qui vous a amené à entrer en contact avec d'ailleurs des documents exceptionnels, des manuscrits, des illustrations. J'ai eu le seul manuscrit de Céline qui était encore en main privée. J'ai eu le masque mortuaire de Céline. Le masque mortuaire de Céline. Absolument. Ah bon. J'ai eu, oui. Qui n'était pas propriété de Madame Destouches. Il y en a eu 3 de fait. Ah d'accord. J'en ai eu un des 3. Enfin, j'ai eu des choses comme ça, oui. Est-ce que vous avez tenté aussi le pèlerinage de Meudon, c'est-à-dire d'aller sur place sûr, vous en parlez, là, je fais le naïf, mais vous en parlez dans Céline Arbour, votre biographie. Les choses se sont passées, ont tourné court. Les choses ont tourné court parce que je crois que Madame Destouches est très très sollicitée, que je crois qu'il y a 5 ou 6 personnes tous les jours qui sonnent à sa porte. Ouais. Donc moi je lui ai fait un petit mot, elle m'a dit elle m'a fait répondre par sa femme de chambre qu'elle ne recevait personne. Puis finalement moi je trouve que c'est aussi bien. Voilà, je le dis dans le livre, j'aime bien les fantômes, mais dans les romans anglais. Voilà, les romans gothiques. Voilà, dans les romans gothiques. Donc, François Livonnet, il y a quelqu'un pour qui la porte s'est ouverte, du vivant même de Céline, c'est Marc Henrez. Oui, en effet, le Belge, comme l'appelle parfois Céline dans sa correspondance. Un adjectif un peu plus corsé. Oui, comme un des premiers à être allé le voir et avoir écrit ensuite sur Céline une sorte de réflexion sur son art poétique. Oui, Marc Henrez est un grand témoin inspiré. Mais Marc Henrez était de passage à Paris, à l'occasion d'ailleurs d'un récent colloque Céline qui s'est tenu à Beaubourg, colloque à lequel vous assistiez. Émile Brami, on en a profité pour le rencontrer, l'interviewer, souvenir de Meudon. Marc Henrez.
Le personnage, évidemment, on le connaît par les photos, etc. Il avait un côté clodo, avec son gilet de cuir et tout. Bon, mais dès qu'il se mettait à parler, alors c'était véritablement, je dirais pas un homme vieille France, mais enfin avec souvent une élégance absolument extraordinaire. Et je crois qu'il y mettait un point d'honneur pour faire un contrepoint par rapport à sa prose, que beaucoup de gens trouvaient vulgaire, etc., à cause de l'argot, et les patati patata. Voilà, c'est ça. Bon. Et le lieu lui-même, on parle beaucoup de la dimension Capharnaüm, des pinces à linge, des reliefs de repas qui traînaient dans les coins. Il y a toute une mythologie de sa résidence à Meudon. Il y avait son bureau, donc, qui était une espèce de rez-de-chaussée bel étage, si vous voulez, de ce pavillon. Je vous ai parlé de la cuisine cave juste avant, mais les autres fois, il me recevait dans son bureau et il était à cette fameuse table et il y avait le perroquet là sur son perchoir et derrière il y avait ces planches anatomiques là qu'on voit souvent dans les photos et sur la table il y avait des feuilles de ces manuscrits qui étaient effectivement tenus par des pinces à linge. Ça je l'ai vu, et il écrivait avec un bic, un simple bic, et une écriture, ça on le connaît aussi, une écriture très 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 grande, c'est-à-dire qu'il y avait à peine quelques lignes par page, voilà. Des souvenirs de Meudon, donc Céline signée Marc Aurès. Dans ce coffret que vous avez conçu, Émile Bramy, Céline vivant, on voit les documents de cette époque. Mais ce qui est étrange, c'est que, souvenons-nous, André Malraux, quand il a connu le succès avec les conditions humaines, les conquérants, a été filmé par la télé, il fait des discours à la télé. Bizarrement, l'énorme succès de librairie et l'énorme succès d'opinion qu'a eu Voyage au bout de la nuit n'a généré aucun document filmé. Il y a absolument rien. Mais rien, parce que j'ai cherché jusqu'après la guerre. Les seuls, il y a par exemple aucune intervention de radio de Céline jusqu'à son retour d'exil. On peut imaginer qu'un écrivain de cette importance aurait été interviewé, eh bien pas du tout. Alors soit c'est un refus de sa part, il dit dans les lettres qu'il déteste être en avant, qu'il refuse absolument de se montrer, soit peut-être qu'on a considéré que le personnage était infréquentable étant donné ce qu'il écrivait, puisque quand même la radio à l'époque est extraordinairement guindée. Donc la grossièreté, la crudité, la vulgarité, on a dû avoir peur qu'il s'exprime comme il écrivait. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible, mais en tout cas il y a aucun. On commence à l'enregistrer à partir des années 56-57. Voilà. Et le premier grand enregistrement, c'est celui qu'il fait pour Lecture pour tous. Donc c'est les 20 minutes avec Pierre Dumaillet. Alors après, on a divers types d'enregistrements. Il y a finalement pas beaucoup d'enregistrements pour la radio. Il y a un grand enregistrement pour la radio suisse, mais il y a pas mal de gens qui sont allés le voir, qui l'ont enregistré. Voilà. On a pu entendre d'ailleurs dans La Voix nue cette semaine sur France Culture des documents de ce type. Absolument. Voilà. Mais sinon, il y a vraiment pas grand-chose pour un écrivain de cet ordre-là. Il y a par exemple aucun réalisateur de télévision, même s'il est mort en 61, qui a eu la curiosité de faire quelque chose sur lui de son vivant, par exemple. Clouseau, on pourrait imaginer Clouseau, par exemple. Oui, il y a eu des petites choses, mais il y a eu le Parino qui est resté inédit jusqu'à ce coffret, il n'avait jamais été vu, et il y a eu un autre, j'oublie le nom, comment s'appelait-il, le deuxième, le second. Louis Pauwels. Voilà. Pauwels qui est allé le voir, voilà, c'est tout. François Livonnet. Non, je veux dire que c'était pas si rare. Par exemple, Bernanos, on a pratiquement rien. Pas grand-chose. Il y a un document filmé quand il présente La Joie. Je crois que si Malraux est présent, c'est peut-être aussi parce que Malraux est déjà un orateur politique, entre guillemets. Donc, ce qui n'est pas encore le cas de Céline. Et puis il y a chez Malraux un goût permanent de la publicité aussi. Voilà. Alors, toujours dans ce coffret, il y a un autre document étonnant, Bibliothèque de poche d'un Céline l'autre, une émission de 1969 réalisée par Yannick Bellon, je vous prie, avec Michel Pollack. Et Michel Pollack s'est livré à un exercice qu'on pourrait d'ailleurs refaire aujourd'hui. On aurait peut-être dû essayer, mais on ne l'a pas fait. En tout cas, on va écouter la tentative qui a été celle de Michel Pollack en 1969. Il était passage Choiseul, le célèbre passage des Bérézina, qui fait le fond, un des cadres essentiels de Mort à crédit. Il avait évidemment puis cette émission sur le livre de poche en main des Céline Poche, et il tentait de convaincre les passants de lire Céline. Michel Pollack, nous sommes en 1969. Monsieur, je vous propose un Céline gratuitement. Vous n'en voulez pas gratuitement, hein, c'est vrai. Non, vous connaissez Céline?
Monsieur, je vous offre un Céline gratuitement. Il n'y a rien à la clé, hein, je vous le donne vraiment. Vous n'en voulez pas. Et vous, mademoiselle, vous n'avez pas de Céline? C'est fou ce que les gens veulent pas de Céline. Madame, je vous offre un Céline gratuitement. Vous n'en voulez pas? C'est désespérant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais leur donner de l'argent. Monsieur, je vous donne un Céline gratuitement, vous le voulez? Gratuitement. Gratuitement. C'est trop gentil, ça. C'est gentil, hein? Pas, Vous oui. le connaissez au moins? Non, non, pas du tout. Vous n'avez jamais lu? Non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraité. Retraité. Et vous avez jamais entendu le nom de Céline? Non. Vous connaissez son nom quand même? Oui, ah oui, je connais son nom, mais enfin, j'ai pas, Vous n'avez jamais pas lu. lu les livres. Ah oui. Qu'est-ce que vous aimez comme genre de littérature? Ah, j'aime mieux. Ça, c'est pas un peu Grégoire, un peu, non? Pas Oh du tout. non, pas du non, tout. c'est dur, c'est dur, naturaliste, c'est dur. c'est pas grivois, vous savez. Non, j'aime Et mieux. encore que ça peut faire. Et qu'est-ce que ça peut faire? Mais n'est-ce pas, madame? Après tout, la littérature grivoise peut être bonne aussi. Bah, je vous en offre un quand même, vous voulez? Ah non, non. Non, vous n'en voulez pas? Pourquoi pas? Moi j'avais l'air. Madame, vous en voulez un? Mais oui, qu'est-ce que vous aimez, vous, comme Moi, n'importe littérature? lequel. Vous aimez tout, ben, lisez Le Voyage au bout de la nuit, alors vous verrez, c'est très beau. Céline, vous en voulez un? Oui, pourquoi pas, monsieur. Vous le connaissez? Vous avez lu déjà? Oh, je les ai tous lus, ces Céline. Tous? Ah oui? Oui, parce que je suis un vieux littérateur et je les ai tous lus. Ah, vous aimez? Ah, j'aime beaucoup Céline. Oui, lequel? Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il y a notamment un qui se passe dans ce passage. Voilà. Et très exactement avec le palais royal tout à côté et ainsi de suite. C'est ça, c'est Mort à crédit. Mon crédit, Ouais, oui. ouais, ouais. Très C'est bien. pour ça qu'on est ici. Écoutez, j'ai trop à faire pour vous. Vous pouvez juste me dire si vous Non, aimez. soyez gentil, j'ai beaucoup à faire. Vous me dites juste si vous aimez ou Oui, si vous j'aime n'aimez pas. Céline, j'aime beaucoup Céline. Je l'aime pour des raisons que je ne peux pas vous raconter dans votre C'est vrai, histoire. pourquoi vous ne pouvez pas me le Oui, raconter? parce qu'il était condamné. Monsieur Céline a été condamné à la libération. Ah, c'est pour ça que vous l'aimez? Ah oui. Ah, ça, c'est des raisons extra-littéraires. alors. Voyez alors. Ah, Céline, c'est formidable, on va bien rigoler avec ça. Ah, pourquoi Alors. vous connaissez Céline? Céline, Ouais. je l'ai jamais vue, mais enfin, je l'ai pas mal lue. Vous n'avez pas lu Céline à l'école? Non, bah si, quand on avait 15 ans, 17 ans, Oh. bah si. Michel Polac en 1969. Émile Brami, aujourd'hui, Céline n'a pas de successeur, mais il y a beaucoup de successeurs à Philippe Héria, on pourrait dire. Qui lit Céline aujourd'hui? Est-ce que le milieu célinien s'est un peu soucié du lectorat? Est-ce que c'est au niveau de l'âge? Non, puisque, par exemple, il paraît qu'Édouard Balladur est un très grand admirateur et un grand amateur de Céline, ce qui est quand même très étonnant. Et il paraît que notre président de la République aussi dirait. Je sais que le jour où il a été intronisé, un de ses chefs de cabinet est passé à la librairie et voulait acheter une lettre. Voilà, donc Comme cadeau. Comme cadeau. Et non, je crois pas qu'il y ait de lectorat de Céline à proprement parler. Je crois que c'est plus quelque chose qui est lié à la sensibilité de chacun d'entre nous. Parce que c'est quand même quelqu'un qui, comme il le dit lui-même, qui veut parler aux nerfs. Donc, soit on est sensible à cette parole, et je crois que c'est ni une question d'âge, ni une question de milieu, ni même une question de culture, parce que c'est finalement, contrairement à ce qu'on dit, c'est une lecture assez facile, Céline. Mis à part l'argot qui vieillit un peu. Donc, je crois pas qu'il y ait un lectorat spécifique. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est aujourd'hui l'auteur qui est le plus étudié dans l'université, à la fois en France et dans le monde. Donc c'est vraiment l'auteur qui est considéré comme majeur au XXe siècle par l'apport qu'il a fait à la littérature et à une certaine conception de l'écriture. Mais l'âge des lecteurs d'aujourd'hui de Céline, parce que moi je l'ai lu très tôt, j'étais en seconde, je pense que François Livaudet c'est un peu pareil, il a même 17 ans. À la librairie, moi j'ai eu un tout jeune homme qui venait d'avoir son baccalauréat avec sans doute 1 ou 2 ans d'avance, qui s'était fait offrir par ses parents une belle édition. Donc et puis j'avais des gens qui étaient plus âgés, enfin non, je crois que je serais incapable de dire il y a un lectorat ou il y a un âge. Si, ce qu'on pourrait dire sont les gens qui sont intéressés par Céline pour les mauvaises raisons. Ceux-là, à la librairie, je les reconnaissais assez facilement. Ils arrivaient, ils avaient la tête dans les épaules, ils faisaient semblant de chercher d'autres bouquins. Et puis après, ils me demandaient, vous avez les pamphlets? Mais vraiment, comme s'ils m'avaient demandé, enfin, comme si c'était un sex shop, quoi. Et dans ce cas-là, je disais, ah ben non, je les ai pas. Voilà.
Alors Céline, lecture déterminante, lecture qui peut changer le cours d'une vie, en tout cas le cours d'un rapport à la littérature et l'écriture. C'était le cas de Paul Lyonnais, François Livonnet, Paul Lyonnais pour qui vous avez fait les Avoines nues de France Culture. Alors lui, Céline, il a publié chez De Fallois récemment Testament de Céline, un témoignage bouleversant sur sa lecture de Voyage au bout de la nuit, qui est une lecture, la lecture Voyage comme un trou noir qui a avalé à la fois tout Céline, toute la littérature, toute la lecture et toute l'écriture. Il y a véritablement eu un traumatisme célinien chez Paul Lyonnais. Oui, puisque il l'a lu jeune, et à partir de cette lecture, il a tourné le dos, il a presque fait une sorte de dos muré à la littérature. Il a fait des sciences humaines, de la sociologie, de la psychologie, jusqu'à la cinquantaine, se remettant à lire Céline, redécouvrant la littérature, comme s'il y avait là une sorte de parenthèse de gestation. Et le livre de Paul Lyonnais est un livre à cet égard extrêmement profond, parce que c'est un Céline séminal. C'est pas un Céline idéologique, mais véritablement séminal. Paul disait Céline. Il a dit à un moment, je suis le père sperme. Voilà, nous y sommes. Paul Lyonnais. J'étais adolescent et j'étais un boulimique de lecture et j'ai lu énormément de livres au cours d'une année, dont certains m'avaient déjà bouleversé, comme Des souris et des hommes de Steinbeck ou L'étranger de Camus. Et puis je suis tombé un peu par hasard sur Le Voyage au bout de la nuit. Et en arrivant au Voyage au bout de la nuit, j'ai eu l'impression d'arriver en haut d'un sommet, de trouver le livre idéal, celui que j'aurais aimé écrire, mais naturellement que je ne pourrais plus écrire, et qu'après, je ne pourrais plus que redescendre dans la pente. Alors j'ai immédiatement vérifié ceci en lisant après Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, qui m'a énormément déçu, car dans Mort à crédit, je ne retrouvais pas du tout l'espèce de résonance, la soif d'absolu, la volonté d'atteindre les cimes de la condition humaine, à la fois dans ses petits bonheurs, mais également dans son grand malheur, que j'avais trouvé dans Voyage au bout de la nuit. Mais j'avais aussi compris en lisant Voyage au bout de la nuit, car je désirais écrire, que ça n'était plus la peine d'espérer écrire, car il me manquait quelque chose pour pouvoir écrire, et ce quelque chose, c'était tout simplement l'expérience de Céline. Et donc, je suis revenu à l'écriture plus tard, après être parti dans les sciences sociales et dans les sciences humaines, après avoir vécu moi-même, je dirais, mes petites guerres de 14-18. Donc, le Voyage au bout de la nuit a été pour moi le livre idéal. Il est devenu sacré parce que c'est également dans Le Voyage au bout de la nuit que j'ai compris que en contreface, si vous voulez, de l'absolu qui résonnait vraiment pour moi à toutes les pages, il y avait cette idée que finalement on était en face d'une littérature du salut, c'est-à-dire que ce qui sauvait l'homme, c'était l'éternité de l'écriture. Paul Lyonnais, donc, qui témoignait de sa lecture déterminante de Voyage au bout de la nuit. Alors, oui, c'est pas comme vous, Émile Brabi, c'est le contraire. Mais je retiens quand même les mots très lourds, très forts de Paul Lyonnais. Éternité de l'écriture, littérature du salut, les cimes, on ne peut plus rien écrire après. Qu'est-ce qui, selon vous qui avez été, alors, comment dirais-je, révolutionné par Mort à crédit, qu'est-ce qui, selon vous, dans Céline, fait que les choses ne sont plus jamais les mêmes après, à la différence d'autres très grands auteurs. Ça va de Chateaubriand à Marcel Proust. On peut être éperdu d'admiration, être un lecteur boulimique, régulier de tous ces grands auteurs. Mais avec Céline, on est dans l'ordre du traumatisme fondateur. Alors qu'est-ce qui, pour vous, qui êtes par ailleurs écrivain, que voyez-vous dans Céline qui peut générer ce Big Bang, cette mort et renaissance? À mon avis, c'est parce qu'il y a tout.
c'est que vous avez d'abord une écriture unique, je crois, parce que même si on peut considérer que Proust a mené une révolution semblable, il me semble qu'elle va beaucoup moins loin chez lui qu'elle ne va chez Céline. Alors, Céline est allé vraiment jusqu'au bout. Il est même allé jusqu'à des cul-de-sac. Quand vous lisez par exemple Féerie 2, Féerie 2 est un livre illisible. Mais vraiment, c'est le seul livre de Céline que je n'ai lu qu'une fois. C'est un livre illisible parce que c'est un livre qui va tellement loin dans la volonté de dire des choses qu'il a totalement oublié d'écrire un roman. Donc c'est une espèce de formidable manifeste littéraire, mais c'est pas du tout un roman, et c'est un livre où on s'ennuie formidablement. Alors des gens me disent, dans 25 ans on se rendra compte que c'est un livre admirable. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est pour moi un livre à la fois formidable dans l'écriture et très ennuyeux. Donc vous avez déjà donc une écriture hors du commun. Une écriture qui avance, enfin qui évolue entre Voyage au bout de la nuit, Mort à Crédit. Par exemple, il est évident que le chef-d'œuvre de Céline, le plus grand livre de Céline, c'est Nord. Simplement, moi, je préfère Mort à Crédit parce que je trouve que dans Mort à Crédit, il y a une grâce qui touche un écrivain quand elle le touche une fois dans sa vie. Et là, il y a pour moi quelque chose de tout à fait extraordinaire, qui est d'ailleurs du domaine qui échappe à l'analyse, qui est vraiment du domaine d'un rapport de sensibilité à une autre. Mais Nord est un livre formidable dans la mesure où, et qui est d'ailleurs très peu lu, c'est un livre qui est... c'est le deuxième volet de ce qu'on appelle la trilogie allemande, d'un château de Nord-Rigaudon, qui raconte sa fuite en Allemagne, au Danemark. Qui est vraiment l'aboutissement presque absolu de tout ce que Céline a voulu faire du point de vue de la littérature. Donc vous avez une écriture hors du commun. Vous avez quand même un bonhomme qui est un bonhomme extraordinaire, dans ce qu'a été sa vie. On pourrait ne prendre qu'un seul exemple. Lorsqu'il se trouve, par exemple, lorsqu'il arrive à Rennes, il a touché à tout ce qu'on peut rêver à l'époque. Il a épousé la fille du directeur de l'école de médecine, du propriétaire de la plus grande clinique de la région. Il est riche, il a des maîtresses, il a une voiture, il a une moto. C'est devenu un notable, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il abandonne tout et il va devenir médecin à la SDN et après il va dégringoler. Bon, et c'est quand même un acte tout à fait extraordinaire quand on sait à quel point il y a une pesanteur sociologique à l'époque de la bourgeoisie, de la volonté de réussir, de l'argent, enfin de tout ça. Donc vous avez cette rupture de banc, vous l'attribuez à quoi? Il l'a écrit, il a écrit à sa femme, tu m'étouffes, j'ai besoin d'être libre. Et il y a chez Céline une permanence recherche de la liberté. C'est quelqu'un, par exemple, on parle beaucoup de l'avarice de Céline. Et c'est vrai qu'il attachait beaucoup d'importance à l'argent. Mais cette importance, c'est parce que pour lui, l'argent est le moyen de la liberté. Et donc, si on veut être absolument libre, il faut avoir le plus d'argent possible, quoi. Voilà. Et même si ça a parfois des côtés enfantins. Et puis donc il y a un personnage qui est un personnage hors du commun. Je veux dire, quand vous lisez une biographie de Céline, vous lisez un formidable roman d'aventure en même temps. Il y a ça. Il y a un bonhomme avec une sensibilité absolument hors du commun. Il y a les monstruosités. Vous avez tout, quoi. Vous avez tout ce qu'on peut attendre. Vous avez la littérature, vous avez le personnage, vous avez la vie, vous avez tout. Zola est sans doute un très grand écrivain, mais c'est quelqu'un qui aimait la photographie et qui avait 2 foyers. Bon, ça va pas très loin. C'est un peu court. C'est un peu court, voilà. Donc il y a une espèce de fascination, et d'ailleurs beaucoup de Céliniens sont autant fascinés par l'œuvre que par le personnage lui-même. Donc vous trouvez un peu tout, quoi, cette espèce de marché où et puis en plus c'est un auteur, à mon avis, qui correspond à un certain moment de la vie, alors que vous avez des auteurs qui sont simplement les auteurs d'un moment. Lui, c'est l'auteur de quelqu'un qui peut vous accompagner toute une vie, comme Proust d'ailleurs, je pense. François Livonet. Oui, le côté séduisant, pour ne pas dire séducteur de Céline, il suffit de penser à l'arrivée de Céline à Rennes, il n'est rien. Et il va finir par séduire le père de sa future épouse, par faire des études de médecine dans des conditions qui étaient celles des anciens combattants, mais enfin tout de même avec le soutien de ce beau-père. Ça sera d'ailleurs un médecin à l'instinct plutôt qu'un médecin de raison. Je crois un très mauvais médecin.
Probablement, enfin en tout cas à l'instinct, parce qu'il a fait des métiers en 3 ans. Enfin, il faisait, je crois, 1 année pour 2. Oui, il a fait sa médecine en 4 ans. En 4 ans, bon. Mais pour reparler des Céliniens, c'est vrai que c'est une espèce quand même très particulière. C'est pas la même chose que les Proustiens, que les Joyciens. Ils ont tous en commun ce trauma fondateur qui fait que entre Céliniens, il y a une sorte de connivence destinale. Après, tout se déchire, bien sûr, parce que chacun construit des généalogies, et ces généalogies, elles sont extrêmement différentes, pour des raisons idéologiques. Mais il y a quelque chose qui fait que, à partir du moment où on aime Céline, on peut commencer à parler d'autre chose. C'est une expérience que j'ai fait plusieurs fois. Émile Bramy, il y a aussi une caractéristique extraordinaire du texte célinien, c'est un texte très très daté. J'entends par là historiquement déterminé. Il y a beaucoup d'allusions d'époque, il y a un argot, qui est la chose qui se démode le plus vite, d'époque. Il y a une réalité historique du moment présente dans les livres dont on peut se demander si effectivement elle amènera le livre vers la désuétude ou l'illisibilité. Eh ben pas du tout. Le travail peut-être de l'écriture, ce crépitement... Je ne serais pas aussi catégorique. Je pense par exemple qu'un livre comme Mort à crédit est un... pardon, excusez-moi. D'un château l'autre est un livre qui est tellement enraciné dans l'histoire. Aujourd'hui, qui sait par exemple qui était Bichelonne? Sauf si vous êtes très intéressé par la période de l'occupation, personne. Il y a de bonnes éditions qui vous... Voilà, c'est-à-dire qu'on est... Alors voilà, c'est ce à quoi je voulais arriver, c'est qu'on est obligé désormais, peut-être, on va être obligé de plus en plus de lire Céline dans des éditions qui sont des éditions avec des notes. Et on sait que c'est toujours très embêtant de lire un roman avec des notes. C'est toujours... ça ralentit la lecture. Donc je pense que une partie de l'œuvre de Céline va vieillir. Par exemple, quand vous lisez... Chiot, C-H-I-O-T, comme l'écrit Céline au lieu de chiotte, comme on l'écrit aujourd'hui, ça pose un problème, parce que des lecteurs qui disent que vient faire le petit chien ici, quoi. On va peut-être lire Céline un jour comme on lit Rabelais, c'est-à-dire dans Ce qui lui ferait plaisir, si vous entendez. Non, mais je pense qu'on est à ce niveau-là, hein. Donc avec des éditions qui sont des éditions entre guillemets bilingues, peut-être, voilà. Alors Céline, on en parle depuis plus d'une demi-heure dans Mauvais Genre. Il est temps maintenant de l'entendre, de l'écouter. Toujours un extrait de ce coffret DVD que vous avez produit, enfin conçu. Émile Bramy, Céline vivant. On écoute donc Céline tout à la fin de sa vie, depuis Meudon. Qu'est-ce qu'il a, Yolis? Quel est votre sentiment le plus familier? La haine, le mépris, le dégoût, l'amour, l'amitié, enfin quoi? Le travail. Je suis un pauvre travailleur, n'est-ce pas? Comme disait Descartes, je n'ai pas plus génie que les autres, mais j'ai plus de méthode, n'est-ce pas? Moi, je n'ai qu'une méthode, c'est de prendre l'objet et puis de le fignoler. Vous comprenez? Le vice de cette civilisation petite, cette petite imitation de la civilisation grecque, c'est qu'elle veut faire tout très vite, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu la chansonnette. Encore une autre, donne-nous encore une, hein, dis donc, je t'en prie. Ah, encore une, ah, j'en veux une, ah, une bonne. Bon, ça, c'est de la connerie. Vous comprenez qu'une affaire qui compte par 10 minutes, alors qu'en vérité, les nouveautés, c'est une affaire de 500 années, 1000 années. Quelle a été votre plus grande joie dans la vie? Mon Dieu, je dois vous avouer que je n'en ai pas beaucoup. Je ne suis pas un être de joie, je ne suis pas un passager. C'est pas ça. Ça faut appris que non. J'avoue que je serais content quand je mourrai. Voilà, la vérité, c'est que je me désire mourir de façon la moins douloureuse possible. C'est tout. J'ai pas besoin. Je ne suis pas assoiffé de douleur. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non, je ne crois pas du tout. Non, je ne crois pas en Dieu. Non, je suis positiviste, hélas. Je ne m'aurais pas mieux d'y croire, mon Dieu, mais ça pas certainement, je suis mystique. Mais le bon Dieu, même, mon Dieu, il n'a pas l'air de s'intéresser beaucoup aux choses qui m'intéressent. Non, ça vraiment, non. Mystique, je suis certainement, mais vous me dites que vous n'avez pas eu de grande joie dans votre vie. Avez-vous eu une grande peine, enfin quelque chose? Ah, ça, j'ai été servi, alors, minute. Alors, là, de ce côté-là, j'en ai eu des quantités. Ça, on m'a fait tout ce qu'il faut. Ça, oui, ça, vraiment, j'ai eu beaucoup, ça. Beaucoup. Je n'insiste pas, mais vraiment, j'ai tout eu. Tout. Est-ce que vous souffrez quand vous pensez que certaines personnes disent ou pensent du mal? Non, ça, je m'en fous énormément. Je ne m'intéresse pas aux hommes, je m'intéresse aux choses, n'est-ce pas? Mais croyez-vous à l'amour? Si on prend la vie comme une chose très amusante, dame, évidemment, alors en avant pour l'amour, mais alors avec toute sa vulgarité. Mais par exemple, je ne suis
Je n'aime pas ce qui est commun, n'est-ce pas, ce qui est vulgaire. Je veux dire qu'une prison est une chose distinguée, parce que l'homme y souffre, n'est-ce pas. Tandis que la fête à Neuilly est une chose très vulgaire, parce que l'homme s'y réjouit. C'est ainsi la condition humaine. Voilà, Céline, en 1958, dans l'émission Voyons un peu, qui répondait aux questions d'André Parisot. Alors Céline, médecin matérialiste, athée, raciste, disciple de l'eugénisme et du darwinisme social, mais en même temps Céline mystique, que Dieu n'aime pas, raffinée face à cette humanité perclue de lourdeur, cette humanité pesante. On peut, peut-être François Livonnet, tenter une lecture à la Simone Veil. Un comble, quand même, de Céline. Céline, la pesanteur et la grâce. Alors, on va éventuellement évoquer ce thème et puis après voir quelles seraient les figures de la grâce chez Céline. Je vous vois venir. On regrette simplement que le journaliste ou l'intervieweur ne soit pas revenu sur le mystique ou le mysticisme. On aurait bien aimé savoir ce que Céline entendait par là. Pesanteur et la grâce, faut se méfier parce que on peut interpréter les termes d'une façon un peu triviale, opposer la lourdeur de la vie, la lourdeur des corps hachés, des corps travaillants, et puis la légèreté, pourquoi pas la légèreté de la danse. Mais si on prend les termes au sens un peu rigoureux du terme, la pesanteur et la grâce, ça veut dire qu'il y a une grâce descendante et puis une grâce montante. Ça supposerait quelque chose qui descende pour sauver, pour ensuite élever la créature. Là, on est quand même obligé de dire que le ciel est vide chez Céline. Je crois que l'enfer aussi, d'ailleurs. On est dans un entre-deux, mais il y a pas, en tout cas, cette dimension du divin qui permettrait de penser le salut en toute rigueur, comme quelque chose qui sauverait. Il y a un grand nombre de tentatives pour faire de Céline un janséniste, par exemple. Si on dit qu'il est janséniste parce qu'il est pessimiste, bon, pourquoi pas, à la manière dont il y a eu un jansénisme tardif au XIXe siècle. Mais il manque tout de même dans ce jansénisme-là, même s'il y a un Dieu caché, il y a tout de même quelque chose qui est susceptible de sauver la créature, même peut-être une partie des créatures. On peut théoriser sur la grâce. On a parlé d'un Céline gnostique aussi. Alors sans doute le monde est-il une geôle. Bon, mais là aussi, il n'y a pas d'expérience d'une opposition de la nuit et de la lumière. Le voyage au bout de la nuit, c'est le voyage au bout d'une nuit qui se radicalise en tant que nuit. On ne peut pas dire simplement que au bout de la nuit à l'aurore. Je crois que c'est très difficile d'avoir une lecture religieuse de Céline, parce que c'est une lecture qui risque d'abord de lui prêter des idées qui ne sont pas les siennes, et puis de passer à côté de ce qui peut-être fait son mysticisme, c'est-à-dire une capacité, au fond, à porter un regard sur la singularité, au fond, sur les choses telles qu'elles sont, dans leur effervescence, dans leur brutalité. Alors, quand même, chez Céline, des figures qui désappesantissent les choses, Émile Bramy. Les danseuses, par exemple. Il y a les danseuses, il y a les animaux, et il y a les enfants. Voilà. Et d'ailleurs, les enfants sont souvent des enfants malades. Souvent des enfants, les fameux enfants trisomiques. On va en parler. Voilà. Je pense que ce sont, dans tous les cas, ce sont des personnages qui échappent à la réalité. Et c'est pas tout à fait par hasard si Céline aime les chats. Il aimera beaucoup les chiens à la fin de sa vie, mais je crois que son véritable animal, c'est le chat, parce que c'est un animal qui est lointain, qui est beau et qui choisit ses humains, si j'ose dire. Moi, j'ai des chats aussi, et le chat, il se fiche complètement de qui vous êtes. Enfin, je veux dire, voilà, il est lointain, il se tient loin de vous, et de temps en temps, il va accepter de venir vous faire un petit bonjour. Et je pense que c'est pour ça que Céline aime les animaux, parce qu'il y a ce détachement de la vie. Voilà. De la même manière que la danseuse est celle qui échappe par définition à la pesanteur. C'est-à-dire, et là on retrouve aussi le côté ouvrier que Céline aime beaucoup. Elle échappe à la pesanteur, mais au prix d'un travail extraordinaire et qui ne doit pas se voir. C'est ça qui est très très important. Voilà. Je pensais à la phrase de Nietzsche que cite Céline, je croirais à un Dieu si c'est un Dieu qui danse. Je ne croirais qu'à un Dieu qui danse. Non, juste pour dire, c'est que lorsque vous parlez des chats et des enfants trisomiques, il y a dans Rigaudon la rencontre entre Bébert et les enfants trisomiques, qui est quand même un moment absolument extraordinaire. Non, on va en parler, mais avant cela, j'aimerais qu'on écoute Marc Henrez, donc témoigner justement de cet intérêt de Céline pour les danseuses.
sa poétique est fondée sur la recherche de l'émotion à travers le langage. Donc, or l'émotion, c'est quelque chose qui se meut, qui bouge. Bon, alors il essaye de faire passer ça dans le langage par un phrasé qui n'est jamais commencé, jamais terminé, grâce aux petits points, etc. C'est pas comme nous quand nous écrivons, nous faisons une phrase, nous mettons un point, ça s'arrête, bon, et puis ça recommence. Bon, c'est comme si une auto qui s'arrête à tous les feux rouges. Donc, dans le monde de Céline, il n'y a pas de feu rouge. Hein, le flux de la circulation est continu, et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui fait que la lecture de Céline est peut-être difficile pour des gens qui ne sont pas préparés, parce que ils savent pas très bien où s'arrêter et où commencer. Mais c'est aussi ce qui fait la grâce, et j'emploie le terme grâce dans les deux sens du terme, de sa poétique et de son œuvre. Parce que si il aime le ballet, c'est parce que justement dans le ballet les mouvements sont aussi suivis, n'est-ce pas, hein, on retombe, on repart, on retombe, on repart, ça s'arrête pas. Oui, bien entendu, bon, ça s'arrête parce qu'il faut bien que le spectacle s'achève. Mais bon, de même que son livre, mais il faut donner l'impression de cette grâce. Là, Émile Bramy, à défaut de grâce, l'impression de la grâce. L'impression de la grâce, c'est déjà pas mal. François Livonet. Oui, je crois que cette grâce, en tout cas, la danseuse, il y a aussi quelque chose que souligne, je crois, Philippe Muret, c'est que les danseuses, elles ne sont pas présentes dans les romans. Les danseuses, elles sont présentes surtout dans sa vie. Dans les romans, elles sont beaucoup plus insignifiantes. Elles n'ont pas cette importance essentielle, comme si, lorsqu'il écrit, l'écriture devenait un peu dense, enfin, comme si il y avait là quelque chose la fameuse grâce dont on parlait, se réalisait dans cette écriture émotion. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui rejoint un petit peu l'histoire de la danse. Il écrit à un moment: je donnerai tout Baudelaire pour une nageuse olympique. Oui. Voilà, et ça, je trouve que c'est assez magnifique. Donc la danse et les danseuses, lui qui a vécu, qui a épousé des danseuses, qui fréquentait peut-être par ressourcement intérieur les séances de bar chez des grandes maîtresses de danse et chez des grandes professeurs de chorégraphie. On va maintenant passer à ces enfants anormaux, à ces enfants trisomiques qu'il croise notamment en Allemagne, dans Rigaudon. C'est le moment sûrement le plus bouleversant du livre. Et j'ai demandé sur ce sujet d'ailleurs le témoignage de Yves Pagès qui est directeur littéraire des éditions Verticales et qui est l'auteur d'un essai déterminant sur Céline, fiction du politique, où il analyse justement la fonction de forcené que Céline s'est attribuée, où il étudie également ce déchirement, cette déchirure permanente du personnage, et on s'est exprimé sur justement cette figure de ces enfants qui constitueraient peut-être quelques des très rares embellies humaines chez Céline. Yves Pagès. Une des choses qui me touche le plus, c'est le rapport à l'enfance, et en particulier aux plus déshérités de l'enfance, c'est-à-dire aux gens ayant soit une arriération mentale, c'est un terme psychiatrique un peu spécial, mais enfin bon, soit voilà une déficience, des semi-autistes, etc. Il y en a un peu partout dans toute l'œuvre. Il y en a dans Mort à crédit, il y en a jusqu'à Rigaudon après. Il y a un épisode en Angleterre avec une petite Nora la noyée, John Kind, enfin, il y a tous ces personnages, et jusqu'à la trilogie allemande finale où, dans sa fuite à travers l'Allemagne, il croise des petits gamins trisomiques convoyés par la Croix-Rouge, il les regarde, et il est dans un état de totale fascination pour cette petite bande d'enfants muets au milieu du chaos causé par la guerre. Et là, on voit, ah oui, là, c'est de l'ordre de la grâce. Là, ce sont des angelots. Là, on est véritablement dans une imagerie où là, ça se tait, c'est fini, là, les idéologies, les hurlements, les vitupérations, tout est fini, là. Face à comment dire, l'enfance muette et douloureuse, là, je ne vois pas tellement d'autres écrivains français du XXe siècle, récent, en ayant fait un tableau aussi non seulement bienveillant, mais y voyant peut-être quelque chose, en effet, de l'ordre du mystère.
Là, évidemment, en grand bavard qu'il était, les silencieux et les muets le fascinaient beaucoup. D'ailleurs, il était très ami avec Marcel Aimé, qui disait jamais un mot au café. Mais donc voilà. Et donc là, moi, je pousse assez loin le bouchon. C'est-à-dire, je dirais, oui, il y a un côté chez lui eugéniste et tout ça. Et puis, c'est l'écrivain français qui a été le mieux capable, peut-être, de nous parler de ce que les nazis, justement, ont commencé à gazer avant même les Juifs. C'est par les premières expériences en camion à gaz, etc. C'est sur les débiles mentaux. Enfin, voilà, il y avait dans le romancier une attention à la fragilité humaine qui n'était pas de l'ordre de l'eugéniste idéologue qu'il pouvait être, ami de Montandon, fasciné par Vacher de la Pouge et des vrais idéologues eugénistes. Donc oui, il y a de l'utopie, de la grâce, partout, dans tous les livres, cachés, je dirais souvent cachés par pudeur, dans les recoins de la fiction, et évidemment, et dans toutes les figures, en effet, à certains moments, on peut dire, il y a une écriture du mépris contre le peuple, etc. Il faut relire chaque page où il se met en scène comme médecin, ou dans différentes situations, etc. Il y a une crudité qui peut en effet blesser, qui en effet, etc. Et puis tout de suite au revers de ça, il y a alors je sais pas s'il faut employer le mot compassion, je sais pas si c'est de cet ordre-là, ou je dirais une communion verbale qui petit à petit communie avec le fait qu'on ne peut rien en dire. C'est la dernière phrase du voyage, et qu'on n'en parle plus. Face à ces moments de la grâce, c'est pour ça que je préfère ces thèmes-là que ceux de la danseuse, il fait une espèce de stèle muette. Il produit une attention du lecteur, et puis très vite ça s'évapore parce qu'il dit « Qu'est-ce que les gens disent ?» Il met juste en relief ce motif, qui est un motif pour lui de douleur, de communion, et il se tait. Il se tait. Dans Rigodon, il y a le célèbre moment où Odile Pomaret, l'institutrice, se convoie et puis confie à Céline ensuite ses enfants trisomiques, avec cette phrase que j'ai notée, que je vous transmets, messieurs. Il y aurait plus d'abattoir possible si les fonctionnaires préposés regardaient les yeux des anormaux. Émile Brami. Oui, parce que il n'y a pas grand-chose à dire de plus, quoi. Enfin, moi, je voudrais dire quand même que sur les personnages d'enfants, il y a deux personnages tout à fait extraordinaires dans Voyage au bout de la nuit. Il y a un très très court passage lorsque le médecin fait ses visites, où il y a une petite fille qui est martyrisée par ses parents et qui se servent d'elle comme d'un objet érotique. Et il y a aussi le personnage du petit Bébert, le fils de la concierge, qui meurt de tuberculose. Et oui. De typhoïde. De typhoïde, pardon. Et il faut pas oublier aussi que le chat préféré de Céline va s'appeler Bébert plus tard. Donc c'est vraiment, il y a une espèce de continuité dans cette espèce de lien de compassion avec à la fois les animaux et les enfants qui est permanent. Parce que les danseuses, elles sont un peu à part. Les danseuses, c'est autre chose. C'est la grâce. Là, on est dans la douleur, je pense plutôt, et dans une grande compassion vis-à-vis de la douleur, qui est peut-être beaucoup plus forte que ce qui touche aux danseuses. François Livonnet. Non, je disais une phrase qui vient après celle que vous avez lue. Nos morveux, les nôtres, étaient pas faits pour exister, mais ils étaient arrivés là. Je crois qu'il y a là à la fois la grâce et la contingence. Et ce que Émile Brami disait tout à l'heure, le fait qu'ils soient ailleurs, ils viennent d'ailleurs. Il y a quelque chose là, une altérité pour parler savamment. Alors, troisième élément, après les danseuses dont on a parlé, les anormaux, les enfants malades, attardés dont on vient de parler, il y a les animaux. Alors les animaux, c'est tout à fait étonnant. Moi, je relisais cet après-midi avant l'émission, je crois que c'est une scène de Mort à crédit de Voyage au bout de la nuit, où le héros est en errance dans Paris, et il tombe un moment sur un gros cochon qui est garrotté à l'entrée d'une boucherie. Il va bientôt y passer, et toute la meute des passants qui semble constituer une petite foule est autour de lui et n'arrête pas de l'agresser de façon méchante et distrayante, au point même de pousser un chien, un peu comme les Romains dans l'arène. Il parle souvent des Romains et de l'arène romaine, Céline. Il y a ce gros porc qui est là et qui symbolise un petit peu l'impuissance, le malheur, et puis et ça continue jusqu'à Bébert
caractère. Et On pourrait simplifier en disant qu'il est du côté des faibles, tout simplement. Voilà, ouais. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est toujours du côté des faibles. Sauf, alors, pour les fameux pamphlets. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose d'à peu près incompréhensible. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a cette compassion vis-à-vis des autres, qui a cette sensibilité, ait pu se laisser aller à ce qu'il a pu écrire. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le centre du mystère célinien pour moi. François Livonnet. Oui, la notion de faiblesse, à mon avis, elle est essentielle. D'ailleurs, osons des rapprochements parmi les auteurs qui ont pu parler des animaux avec la même tonalité, c'est-à-dire en se gardant bien de toute espèce de projection anthropomorphique, de compassion facile. C'est Rosa Luxembourg, quand elle est dans sa prison, ses lettres de la prison, où elle parle des animaux exactement en les associant aux pauvres, aux démunis. Et il y a aussi cet élément important, savoir, c'est que 2 de ces livres au moins sont dédiés aux animaux. Il y a Féerie 2, je crois, aux prisonniers, aux malades et aux animaux, et puis Rigodon. Ce qui n'est pas rien quand même, aux danseuses et aux animaux. Il y a Julien l'Apostole. Mais d'ailleurs, cette fascination et cette proximité avec la faiblesse, avec la proximité compatiente avec l'animal, elle le rapprochera de Léon Bloy, autre grand vitupérateur. Lui, par contre, mystique en église, chrétien, catholique, mais il y a chez Bloy, notamment dans La Femme pauvre, ce personnage de l'ami des bêtes, qui a une dimension presque pré-célinienne, François Livonnet. Ah oui, bien qu'ils disent de Léon Bloy que c'est le plastronneur de crucifix. D'ailleurs, il en dit du mal dans Rigodon, il dit que oui, il est obsédé par le beefsteak, mais qu'il n'a connu ni la guerre ni la prison, et donc il n'a qu'à se taire. Il est assez dur pour Léon Bloy. Et puis il reprend non pas les Cosaques et le Saint-Esprit, mais la Grande Bombe et les Chinois. Ça. Et en même temps, c'est quelqu'un qui l'a beaucoup lu. Oui. La preuve en est, oui. Oui, il y a dans La Femme pauvre, en effet, il y a des pages de Léon Bloy qui sont assez proches. Bon, évidemment, avec toute la théologie bloyienne, qui est une théologie de la substitution, à savoir que les animaux, d'une certaine manière, souffrent pour nous, souffrent en nous, mais qu'ils ne seront pas sauvés. Donc nous avons d'autant plus de responsabilité à l'égard des bêtes. Voilà, l'émission s'achève. Merci Émile Bramy d'en avoir été l'invité ce soir à France Culture dans Mauvais Genre dans le cadre de cette semaine célinienne. Vos prochains travaux en tant que célinien? En tant que célinien, Parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Oui, il y a toujours des choses à découvrir. Non, mais là, j'ai écrit récemment 2 articles sur Céline et le cinéma. Mais comme c'était dans une revue, j'étais un peu... Grande déception, Céline et le cinéma. Voilà, donc je pense que j'écrirai un jour un livre sur les innombrables tentatives qui ont tout échoué de faire un film avec... Hollywood et ailleurs. L'un ou l'autre, voilà, Hollywood et ailleurs. Voilà. Le libraire que vous fûtes, sûrement noté bien évidemment la grande vente de manuscrits qui va avoir lieu au mois de juin, je crois, dont on attend beaucoup. Qu'est-ce qu'il y aura comme pièce importante? Alors je ne sais pas du tout. Émile Bramy, je me suis avec quelques indices. En revanche, je peux vous dire que dans une vente qui aura lieu avant, il y aura une correspondance absolument inédite. Voilà. Très bien, merci François Livonnet d'avoir été présent aussi ce soir à Mauvais Genre. Je recommande chaudement votre livre, Émile Bramy, Céline à rebours, biographie, dans la collection Archipel Poche, qui est pour moi peut-être le livre d'initiation, le livre à lire tout d'abord quand on a envie de découvrir Céline, et puis après, le voyage commence. Merci. Céline en Pléiade, et puis surtout l'extraordinaire coffret DVD, 2 DVD aux éditions Montparnasse, où là, en Céline, on l'a sous les yeux, les documents télévisuels de la fin de sa vie, les années 60, une édition 3 DVD va sortir, on l'espère. En tout cas, ça, c'est également quelque chose qu'il faut connaître, puisque là, vraiment, le contact est fort et immédiat. Avec Louis-Ferdinand Céline, merci au public d'avoir été ce soir présent au Théâtre de la Ville, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurence Millet, Bernard Legac, Benjamin Perru, Claire Martin Dugard, François Angelier, vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain avec Jean-Baptiste Toré et Philippe Rouillet pour une émission DVD, mais l'actualité célinienne continue ce soir sur France Culture avec donc les fictions de Blandine Masson. Bonsoir à tous. Demain à la radio.